Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois d'octobre. Et octobre 2021 n'est pas le mois où j'ai lu le moins de livres, mais c'est le mois où j'ai lu le moins de pages en 2021. J'ai tenté plusieurs approches et stratégies pour finir un livre à une certaine période du mois. Ça allait mal à la chope. Je m'en suis pas trop mal tirée, mais disons que c'était pas le mois le plus excitant de l'univers livresque. Donc, faisons un petit parcours de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pas lu, de ce que j'aurais dû lire et de ce que j'ai rajouté pour voir au final qu'est-ce que ça a donné. Donc c'est ça, j'ai lu 12 livres au mois d'octobre, qui est vraiment un très bon chiffre malgré tout, qui est pas mal dans ce que je lis de manière générale. Par contre, ce qui différencie le mois d'octobre de tous les autres mois, c'est le nombre de pages. Donc 2774 pages lues, c'est le plus petit nombre de pages lues en 2021. J'ai pas fait le comparatif par rapport aux autres, mais c'est vraiment le mois d'octobre habituellement qui est mon mois le plus dur. Mais là, il va falloir que je me rende à l'évidence que l'automne est peut-être une saison plus difficile que je le crois ou que je le pense. En tout cas, le fait que je suis pas stimulée par les festivités de Halloween ou de Noël font en sorte que je suis comme dans le blah toute cette période. Donc là, je suis en train de réajuster mes attentes et tout ça, puis on verra ce que je ferai de ça l'année prochaine. D'ici là, faisons le tour de mes lectures pour voir ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu. Donc, j'ai commencé mon mois d'octobre avec « Et si c'était vrai » de Marc Lévy. Techniquement, la vidéo où j'en parle devrait déjà être sortie parce que je faisais un concept où je lisais 3 auteurs nés au mois d'octobre qui sont aussi des balances en signe astrologique. Malheureusement, la 3e lecture est encore en cours, donc cette vidéo-là n'a pas eu lieu encore. Donc je vais vous faire un mini résumé de mes critiques par rapport à ce livre-là, mais techniquement, la vidéo devrait sortir un jour, éventuellement, possiblement, peut-être. Donc, et c'était vrai de Marc Lévy, c'était une relecture pour moi, puis je suis pas mal certaine aussi que j'ai vu l'adaptation cinématographique, ou en tout cas, j'en ai vu des bouts, mais c'était pas une œuvre qui sortait des boulamites, là. Donc là, je me souviens plus du... Ah, le gars, comment il s'appelle? Arthur. Donc, Arthur vient de déménager dans une maison, puis là... En plein milieu de la nuit, il entend des bruits étranges. Il ouvre la porte, l'armoire, et il découvre une femme du nom de Lauren. Il y a une réaction de comme « Qu'est-ce que tu fais là? » Mais elle est comme vraiment contente qu'il la voit. Et c'est là que ça devient déjà un peu étrange. Parce que cette femme-là, elle est dans le coma depuis plusieurs mois. Et donc, c'est la seule personne qui la voit. Elle sait pas trop pourquoi. Lui non plus comprend pas trop. Il est pas mal sceptique de sa version des faits à elle, de pourquoi lui la voit, mais il se rend éventuellement à l'évidence que les autres gens disent qu'il parle tout seul puis qu'il se chicane tout seul, fait qu'il est vraiment le seul à la voir. Donc, ça va être une situation aussi que Lauren, vu que ça fait plusieurs mois qu'elle est dans le coma et qu'il ne semble pas d'avoir d'activité cérébrale ou qu'elle va revenir à elle, sa famille est en train de penser de la débrancher puis de la laisser mourir. Compte tenu de tout ça et que Arthur la voit, il commence à développer peut-être des petites choses pour elle. Il va s'en suivre un périple un peu fou pour essayer de la garder en vie. Rapidement, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai été vraiment surprise de l'écriture de Marc Lévy. Ça se lit vraiment facilement, ça se déroule vite parce que action sur action s'enchaîne. Donc vraiment pas de temps d'arrêt. Rapidement, on s'intéresse aux personnages, rapidement, on suit qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment. Donc c'est vraiment un page-turner pour ces raisons-là. Au milieu, il y a eu comme une petite période plus basse pour moi, mais ça revient aussi vers la fin. Et je me souvenais de la fin, mais pas de la fin. Et ça a été un bon gros coup de pelle. Je pouvais pas croire qu'est-ce que je lisais. Donc au final, ça a été une bonne lecture qui m'a fait du bien, qui s'est lue rapidement. Donc très contente de cette lecture. Relecture.
Par la suite, j'ai lu Léna de Marie-Pierre Lapointe. Je vous ai déjà parlé de Léna, donc je vous en parlerai pas plus. Lorsque j'ai lu 3 autrices qui se nomment Marie-Pierre, donc j'avais lu Léna, qui est un drame contemporain, une fille de 18 ans, il me semble, autour du secondaire, qui s'en va au cégep, qui est un peu en recherche d'elle-même. C'est le genre de quête de soi sans nécessairement savoir qu'on est en quête de soi. C'est ce que l'on suit avec Léna. C'est une protagoniste que j'ai beaucoup aimée. J'ai aimé aussi l'écriture de Marie-Pierre Lapointe, mais j'ai peu apprécié la manière que les différents personnages interagissaient avec Marie-Pierre. Oh, pas Marie-Pierre, avec Léna. Donc ça fait un peu le tour. Si vous voulez en savoir plus, ça va être vraiment ma vidéo qui va être la mieux placée. Par la suite, il y a eu le 24 heures de lecture organisé par Bubbly Book Club, le Liraton On lit la nuit. Donc, j'avais 3 lectures planifiées et je les ai toutes lues. Malheureusement, ça n'a pas été de grandes lectures. J'ai commencé avec Griffintown de Marie-Hélène Poitras, qui, mon Dieu, ça fait un bout, là. Il y a un vlog, là, si vous voulez que ça soit plus clair que ce que ça va être maintenant. Et mon Dieu, je suis en train de regarder ça, puis je suis comme de que c'est que ça parle? Je sais qu'il y avait des affaires avec des chevaux. Il y avait une affaire aussi avec quelqu'un qui meurt, puis il y a une genre d'enquête autour de ça. Il y a aussi le personnage de Rose, qui était bien importante. Mais là, entre vous et moi, là, le reste, là, basta. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'était le reste de ce livre-là. Mais je dois vous dire que j'ai trouvé ça plus difficile que prévu, malgré la grosseur, une atmosphère très descriptive, très d'ambiance, mais je m'étais pas vraiment attachée à aucun personnage puis à ce qui se passait vraiment dans l'histoire. Et là, vous voyez le ressenti après un mois de lecture, tu sais, un mois plus tard. Ben, il n'y en a pas vraiment. Donc ça a été une première petite déception. Ça a été plus long à lire même que je pensais. Je me suis comme endormie un petit peu, une petite sieste pendant le 24 heures lecture, durant que je lisais Griffintown. Donc malheureusement, ça n'a pas été la lecture la plus mémorable de l'année. Par la suite, en parlant de lecture pas vraiment mémorable, j'ai continué avec la biographie de Guylaine Tanguay, La ligne droite. C'est une personnalité que je connais vraiment pas parce que j'écoute pas de country. Donc c'est ça. Ah, je la connaissais pas, mais j'avais gagné ça, je pense, au Salon du livre de l'Outaouais, il y a 2 ans, lorsque j'avais été bénévole. Donc, qui ne sait rien n'a rien. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas beaucoup accroché avec son histoire. J'ai pas vraiment apprécié la manière qu'elle présentait les événements. Il y avait tout le temps un petit côté larmoyant ou d'un autre côté, lorsqu'il se passait des choses vraiment tough, on dirait qu'elle faisait en sorte qu'il faut vivre ces événements-là tough dans la vie pour pouvoir en ressortir des belles choses. Mais tu sais, parfois, moi, j'ai l'impression qu'on vit des affaires tough, mais il n'y a pas de raison sous-jacente, là. C'est pas tout le temps une épreuve qu'on doit surmonter, là. Parfois, c'est juste plate, puis c'est juste tough. Puis le décès de quelqu'un, ou des situations comme des abus, tout ça. Il n'y a pas de raison belle là, derrière ça. C'est juste des choses vraiment horribles qui nous sont tombées dessus. Oui, il y a manière d'être résilient, mais en tout cas, Puis il y avait un ton vraiment moralisateur qui devenait de plus en plus lourd au fur et à mesure qu'on lisait ça. Donc, j'ai pas plus apprécié cette lecture-là. Malheureusement, ça s'est lu assez rapidement, une chance. Mais comme deuxième lecture du Liraton, j'ai pas été non plus choyée. Finalement, ma troisième lecture a été beaucoup mieux. Ouf! Avec Le libraire de Gérard Bessette. Là, encore une fois, tout ce que je vous dis là, sur ces 3 livres-là, ça serait vraiment mieux si vous allez faire un tour à mon vlog, parce que là, ça fait longtemps. Mais c'est un homme qui déménage de ville pour se trouver un emploi, puis qui commence à travailler dans une librairie, puis le propriétaire, il lui dit j'ai une autre pièce secrète dans ma librairie avec des livres qu'on ne donne pas à tout le monde, qu'on ne vend pas à tout le monde. Donc, je t'en donne une clé, mais fais bien attention à qui tu les vends. Et donc, on est dans une époque où il y a des livres qui sont interdits, des sujets qui sont proscrits.
C'est un livre que j'ai bien aimé, un genre de personnage principal antipathique qui m'a un peu fait penser à Joe Goldberg dans You, mais tu sais, il y a comme un continuum, là. You, il est vraiment au bout, là, puis tu sais, un aspect vraiment psychopathe, puis dépravé, violent, etc. Lui, on n'est pas tout à fait là, mais on est vraiment dans un début, pas vraiment d'attachement pour les gens, pour les choses. Tout est gris, tu sais, tout est pas vraiment important. Donc, c'était une lecture, malgré tout, que j'ai bien appréciée. C'était la meilleure de mon 24 heures lecture. Par la suite, j'avais reçu en service de presse 2 fois le livre Toutes les vies possibles, carnet minimaliste de Patrice Godin. J'ai lu Sauvage Baby de Patrice Godin pour l'anniversaire de Catherine, les lectures de Grumpy Cat, au mois de juin. C'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque. J'ai apprécié, mais sans plus, je vous dirais. Celui-là était vraiment pas dans la même veine. Ça se veut vraiment comme des réflexions sur l'écriture. Il y a un aspect un peu méta parce qu'il parle, qu'il est en train d'écrire des livres, puis ce sont des livres qui existent déjà, tu sais, comme lorsqu'il était en processus pour écrire Sauvage Baby, puis il parle de ses autres livres aussi. C'est vraiment juste des réflexions sur qu'est-ce que la vie d'un écrivain, qu'est-ce que ça comporte, les moments plus difficiles, les moments où qu'on se demande qu'est-ce que notre histoire va donner, qu'est-ce que notre écriture va donner, où on se met en doute, où les gens nous demandent qu'est-ce qu'on fait alors qu'on est en train de chercher des idées. Il y a comme un peu tout cet aspect-là qui me rejoint beaucoup moins parce que, je suis pas quelqu'un qui écrit, je suis pas quelqu'un qui a le désir non plus d'écrire. Donc, tout cet aspect-là, pour moi, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Puis, c'était la majorité du livre. Donc, encore une fois, ça n'a pas été jojo pour cette lecture-là. On retrouve quand même un petit peu plus de bonheur avec la prochaine lecture. Ça aussi, ça va faire partie d'un concept, mais qui est pas fini, hein. Donc, j'ai lu Sacha de Samuel Champagne. Vous savez que j'aime vraiment beaucoup Samuel Champagne. C'était le 4e livre que je lisais de cet auteur parce que j'ai lu Adam, James, Antonin et finalement Samuel, non, Sacha qui est son dernier. C'est sûr que pour moi, après avoir lu Antonin, disons qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait battre Antonin dans mon cœur pour la portée psychologique et les propos. Donc Sacha avait vraiment des grandes attentes à dépasser et malheureusement il l'a pas fait. Mais je pense que Sacha est un bon livre en lui-même malgré tout. Sacha, c'est un garçon qui vit dans une famille très homophobe et un cercle d'amis très homophobe aussi. Donc lui a intégré ce discours-là, se fait traiter de tout nom, tu sais, fif, tapette, peu importe, nommez-les, à tous les jours. Il essaie d'être aussi viril et masculin que son frère, mais peu importe ce qu'il fait, c'est jamais assez. Son père, tu sais, fait des commentaires désagréables sur lui, son frère aussi, puis sa mère, elle est passive, mais elle accepte ce que le père dit, elle prend pas la défense de Sacha. Donc, Sacha va rencontrer quelqu'un qui va le faire chavirer, qui va jouer un petit peu dans ses certitudes et dans son discours internalisé. Sauf que ce qui va être vraiment difficile pour Sacha, c'est que ce discours-là, oui, il se le fait dire tout le temps, mais il l'a un peu intégré. Donc, il va avoir ces préjugés-là envers le garçon, mais aussi envers lui-même. Il sait que depuis des années, il y a de l'attirance pour les garçons, mais il n'a pas eu le choix de la refouler. Donc, ça va être un gros dilemme moral pour Sacha et il n'y en aura pas de facile pour réussir à faire son coming out à sa famille et à ses amis. Il va lui falloir beaucoup de courage et ça va prendre du temps pour qu'une possible acceptation se fasse. C'est sûr que de toutes les thématiques que Samuel Champagne a abordé. Pour moi, l'homophobie, c'est celle la plus brute, c'est celle qui est la plus connue, puis c'est celle qui est la plus dégueulasse. Donc, il y avait comme une certaine difficulté pour moi de lire ce livre-là parce que je me dis, mon Dieu, on est en 2021, on peut-tu passer à autre chose? Mais d'un autre côté, je sais très bien qu'il y a des personnes encore qui ont ce genre de discours-là et qui sont complètement fermés et homophobes. Je pense que c'était juste peut-être pas la thématique que j'ai préférée. J'ai trouvé ça juste plutôt brut comparé à d'autres œuvres que j'ai trouvées beaucoup plus raffinées. C'est juste la manière que j'essaie de m'expliquer et de m'exprimer, mais
C'est vraiment une œuvre qui se lit vraiment facilement. L'écriture de Samuel Champagne est toujours aussi douce, est toujours aussi facile à lire. De ce côté-là, j'ai vraiment pas eu de soucis. Par contre, un autre petit point, c'est que je me rends compte qu'il y a des patterns aussi. Souvent, les personnages principaux, peu importe les épreuves qu'ils vivent, vont tous réagir de la même façon. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a un certain pattern au travers des livres. J'y ai pensé. J'ai pas fait une analyse exhaustive, voir si tout ça était tout à plausible, mais on dirait que ça m'a un peu comme chicoté, que j'avais l'impression de relire encore une même situation. C'est la chose émotive qu'on ferait, mais là je me demande si dans toutes ces situations-là, c'est vraiment la chose que tous ces personnages-là auraient fait. Tu sais, on dirait qu'il y a comme un comportement que tout le monde a, puis on dirait que j'aurais voulu un petit peu plus de nuances. En tout cas, c'est vraiment un minuscule détail, mais je vous dirais que si vous voulez découvrir Samuel Champagne, gardez-vous Antonin pour la fin, lisez Sacha avant, parce que vous risquez peut-être comme moi d'être un petit peu plus déçu. Antonin, c'est vraiment là, un masterpiece. Une fois qu'on a lu Antonin, c'est difficile à battre. Par la suite, pour notre live avec Sylvain Desmenti, j'avais lu Paradis clé en main de Nelly Arcan, qui est possiblement mon premier Nelly Arcan. Je dis possiblement parce que j'ai vraiment une mémoire de schnout, là, fait que tout ce qui était avant Goodreads n'existe pas. C'est l'histoire d'une fille, je me souviens plus de son nom, qui, aujourd'hui, je pense qu'elle est tétraplégique. C'est sa mère qui s'occupe d'elle, mais elle a fait une tentative de suicide qui n'a pas réussi. Et donc, aujourd'hui, elle vit les conséquences de ça. On est dans un monde quand même un petit peu futuriste parce que la technologie a pris un bond de plus que ce qu'elle est en ce moment. Et aussi tout ce qui est l'objectif de rajeunir, d'être jeune, les produits pour le visage, puis le botox et tout ça, ça a pris encore plus d'ampleur. Donc comme c'est des produits qu'on met pour avoir pas de cheveux blancs, pour pas avoir de rides et tout ça, au détriment de notre santé, mais il y a vraiment comme une sorte d'évolution, là, on n'est pas rendu là, je sentais un petit peu comme une science-fiction par rapport à ça. C'est aussi un programme qui s'appelle Paradis clé en main, dans lequel elle s'est inscrite pour son suicide. Donc, ils font passer différents types d'épreuves et il faut les réussir jusqu'à la fin pour être éligible à avoir son suicide de rêve. Donc, c'est un ouvrage qui brasse pas mal, qui fait réfléchir énormément sur ces personnes-là qui ont des épisodes dépressifs, sur les personnes qui veulent mourir et sur la manière que les personnes autour d'eux réagissent et devraient réagir. Et c'est vraiment, tu sais, ça brasse beaucoup de choses, ce sont beaucoup de réflexions pas mal difficiles et deep. Je dois avouer que je me suis laissée prendre par ce livre-là parce que vu qu'on commence, tu sais, au présent puis on retourne dans le passé, on se demande là, comment elle arrive là, à où est-ce qu'elle est en ce moment. Et la finale, elle est choc. On a une perspective de la maman de la protagoniste et à la fin, ça switch. Donc, on a vraiment un revirement de situation assez abrupt, mais qui fonctionne aussi, que nous, on a construit quelque chose, on a eu des perceptions. Et là, rendu à la fin, on perd pied. Donc, c'est un ouvrage que j'ai vraiment bien aimé. J'ai lu aussi le petit livre Encabané de Gabrielle Filto-Shiba. C'est un ouvrage que je voulais lire depuis un bon bout de temps. C'est une fille qui s'en va dans un chalet, là, loin dans le bois, pour déconnecter pendant un moment. Ce qui est au début une routine, tu sais, seule avec elle-même, un moment de réflexion, un roman de ressourcement. Un moment de ressourcement devient autre chose assez rapidement. J'ai pas vraiment envie de vous dire quoi parce qu'on dirait que vous le dire, ça déclenche, tu sais. C'est tellement tout court que vous le dire, c'est comme vous parler du roman au complet. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. L'écriture, ça se lit super bien, puis l'histoire. Parce que l'histoire, au départ, ça me faisait penser à Tempête d'André Michaud. Mais ça prend une tournure vraiment plus environnementaliste, je pourrais dire ça ainsi. Ça prend vraiment un détour, ce qui au départ me semblait être un peu plus de l'ambiance et descriptif de la nature et de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, prend une tangente assez rapide et rapidement on va à autre chose et ça prend une vitesse
jusqu'à la fin, donc j'ai été agréablement surprise par cette lecture-là. Si vous ne connaissez pas cette autrice-là, ça vaut la peine de l'essayer. Ah, j'avais oublié aussi Débâcle de Marie-Pierre Poulain, que j'ai lu et que j'ai bien aimé, qui se passe dans le Nord. Un Ninook, je pense que c'est ça au singulier, un Ninook qui a été déraciné de son village pour habiter à Montréal, revient 25 ans plus tard et espère renouer avec ses origines, mais 25 ans de plus, ça fait en sorte que lorsqu'il revient, c'est pas exactement comme lorsqu'il est parti. Les gens ont vieilli, lui aussi, puis lui a malgré tout intégré certaines choses de Montréal. Donc, il n'est pas nécessairement à l'affût de la réalité de son petit village. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous redirige encore une fois vers ma vidéo des 3 Marie-Pierre, mais c'est un livre définitivement qui mériterait qu'on le lise plus et qu'on en parle plus. Avant de vous parler de ce que j'ai pas fini et de ce que j'ai pas lu, allons avec mes 2 ajouts. Donc, ce sont 2 livres pour les rendez-vous du premier roman, section Québec. Donc, vous allez pouvoir voir ma vidéo, là, je vous en parlerai pas plus. Il y a eu Les Montagnes Noires d'Astrid Abrahamian, qui était un livre au préalable que j'avais beaucoup de réticence et finalement qui m'a bien surprise. Un livre historique qui se passe la guerre face aux Arméniens. Là, les dates, là, je pense que c'est 1990. Ma vidéo va être vraiment plus claire. Et l'autre livre, c'est Jeux d'eau de Julien Grégoire, qui est l'histoire de 2 enfants qui se rejoignent à chaque nuit. Bien, 2 enfants, 2 adolescents là, qui à chaque nuit durant un été se retrouvent pour traverser la ville, aller à des endroits, à la rencontre de personnes. Ça se lit assez bien, ma foi. Pour ce qui est des livres pas terminés, il y a La tentation de l'oubli de Belva Plain, qui est un DNF officiel. J'avais lu peut-être, je sais pas, là, un tiers du livre, même pas. Et ça me tentait plus. La journée d'après, là, juste penser reprendre ce livre-là, ça me tentait pas. C'est comme une histoire contemporaine d'un certain âge, d'un certain type, là, que 3 femmes, que leur vie, y a pas nécessairement de problématique vraiment grave, mais il n'y a rien qui semble être vraiment sur son X. C'est tout le temps des petites tristesses, des trucs qui sont pas exactement à la bonne place. On se sent pas sur notre X, donc ça me tentait pas tant que ça. J'étais pas vraiment dans l'histoire. J'ai décidé de le laisser tomber. L'autre livre qui est pas fini, c'est Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. C'est vraiment une grosse brique, pas de chapitre. Je suis presque à la moitié, là, mais disons que je tarde à le terminer malheureusement. C'est pas faute de trouver ça intéressant, mais définitivement, il faudrait que je m'assoie et que je prenne le temps. Et pour ce qui est des livres non lus que j'avais dit que j'allais lire, Le Château maléfique de Louise Poulain, que j'ai genre commencé la première page, puis je me suis endormie, puis je l'ai jamais repris. Il y avait comme d'autres concepts qui traînaient. En tout cas, je veux le lire, mais il a passé en dessous d'une pile. Si c'est un homme de Primo Levi, qui était pour le même concept là, de mes 3 livres Whippet, là, que lui, ben, je l'ai même pas encore ouvert, j'ai passé d'autres choses avant. Et Wapki, qui est le collectif de nouvelles dirigé par Michel Jean, mais celui-là, en ce moment, je suis en train de lire nouvelle par nouvelle, donc j'ai bon espoir pour le mois de novembre. Ça fait le tour pour les lectures que j'ai lues, que j'ai pas lues, que j'aurais dû lire, que j'ai rajoutées. Un petit chaos, mais malgré tout, je pense que j'ai respecté l'essence de ce que je voulais lire en espérant que novembre soit plus simple et plus facile et que j'ai pas à lire 3 livres en même temps pour en finir un. Comment a été votre mois d'octobre pour vous? C'est ça que je me demande. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.